Je l'avais aimé, j'avais vécu pour lui, je lui avais tout donné. Et maintenant, debout devant moi, c'était un étranger, pathétique et petit dans son désespoir. Non, Dan, ai-je dit doucement mais fermement. Il n'y a rien à dire. Tu l'as dit toi-même. Prends ton morveux et fous le camp. Tu te souviens? C'est exactement ce que je vais faire. Je vais partir, mais pas parce que tu m'as mise à la porte, parce qu'il ne me reste plus rien ici. Il s'est figé, puis a lentement baissé les mains. Le regard sur son visage disait tout, il avait compris. Enfin, complètement, irréversiblement, il avait compris qu'il avait perdu. Le tribunal va se retirer pour finaliser le jugement écrit, a annoncé le juge. Veuillez rester assis. La décision complète sera lue dans 15 minutes. Elle s'est levée et a quitté la pièce. Je me suis affalé sur ma chaise. Mes mains tremblaient. Martha m'a passé un bras autour des épaules. Linda, tu as été formidable. Reste forte. Maman, tu as entendu ça? Maman, c'est incroyable. Tu réalises ce que ça veut dire? Non, ai-je admis. Ma voix ne ressemblait même pas à la mienne. Vraiment pas, Daniel était toujours debout près de sa table. Son avocat lui parlait, mais Daniel ne semblait pas entendre. Il regardait juste dans le vide. Puis, lentement, il s'est retourné et s'est dirigé vers la sortie. Son avocat a couru après lui. Monsieur Collins, où allez-vous? L'audience n'est pas terminée. Je m'en fiche, a dit Daniel d'une voix sourde sans se retourner. Faites ce que vous voulez. Il est sorti. Je ne l'ai pas revu de la journée. Le notaire baron s'est approché de moi. Lui aussi semblait stupéfait par ce qui venait de se passer. Linda, félicitations, a-t-il dit. Bien que je comprenne que ce n'est pas le moment de célébrer. Quand vous serez prête, nous devrons traiter les documents de succession. Cela prendra un certain temps. Il y a des formalités, mais légalement, tout est en parfait ordre. Merci, ai-je hoché la tête. Je vous appellerai plus tard. Quand j'aurai eu le temps de me ressaisir. Il a hoché la tête avec compréhension et s'est éloigné. James s'est assis à côté de moi, m'a pris la main. Maman, a-t-il dit doucement. Je suis si fier de toi. Tu n'as pas craqué. Tu as tenu bon. Tu as géré tout ça avec dignité. Je l'ai regardé, mon fils, mon garçon qui était devenu un homme. Ses yeux étaient pleins d'amour, d'une force tranquille. Et j'ai pensé, c'est ça, la vraie richesse. Pas des millions d'euros, pas un appartement à la fin de tout ça. Cette personne à côté de moi qui m'aime simplement pour qui je suis. James, ai-je murmuré, ce n'est que le début. Le juge est revenu et a lu la décision complète à voix haute avec toutes les formules juridiques. Divorce finalisé, partage des biens, termes, conditions, obligations. Et puis c'était fini. Le greffier a imprimé l'ordonnance du tribunal. Martha a reçu sa copie, m'a serré la main. Félicitations, Linda. Justice a été rendue. J'ai esquissé un léger sourire. Justice? Peut-être, mais ça ne ressemble pas à une victoire. Nous sommes sortis du palais de justice. Le même jour froid de novembre nous a accueillis, ciel gris, vent, air humide. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il semblait un peu plus lumineux. Les 3 premiers jours après l'audience se sont déroulés dans le brouillard. Je n'arrivais pas à réaliser ce qui s'était passé. J'errais dans l'appartement, m'asseyais sur le canapé, me levais, me rasseyais, regardais par la fenêtre la cour grise, les arbres nus, l'asphalte mouillé, et je n'arrivais toujours pas à y croire. 3,5 millions de dollars. Un appartement à Vienne, une part dans une entreprise, des comptes en banque. Cela semblait irréel. Des choses comme ça n'arrivent pas aux gens ordinaires. Seulement dans les films ou dans les livres. James marchait sur la pointe des pieds autour de moi, craignant de me déranger. Il faisait du thé, apportait des sandwichs, allumait la télé. Je restais assise à fixer l'écran, ne voyant rien. Le 3e jour, Tammy a appelé. Je lui ai raconté ce qui s'était passé au tribunal. Elle est restée silencieuse pendant près de 2 minutes. Puis elle a expiré. Linda, tu plaisantes. Non, ai-je dit doucement. C'est tout vrai. Mon Dieu, a-t-elle murmuré. Linda, c'est le destin.
Tu ne vois pas? Tout ce que tu as donné, tout ce que tu as sacrifié, ça t'est revenu. Peut-être pas de la part de Dan, mais c'est revenu. Peut-être qu'elle avait raison. Mais je ne ressentais pas de joie, juste un étrange vide. Et de l'épuisement. 26 ans de ma vie étaient terminés. Devant moi se trouvait quelque chose de nouveau, d'inconnu, et un peu effrayant. Le 3e jour, le notaire Baran est arrivé avec une pile de documents à signer. Nous nous sommes assis dans la cuisine pendant qu'il étalait les papiers, expliquant patiemment chacun d'eux. C'est une procuration pour la gestion de votre part dans la maison d'édition jusqu'à ce que vous décidiez quoi en faire. Le conseil d'administration continuera de gérer l'entreprise comme avant. Les dividendes seront versés sur votre compte trimestriellement, environ 20 à 30 000 par trimestre. J'ai hoché la tête, signant, bien que tout me semblait encore un rêve. Voici les documents pour l'appartement à Vienne. Il est actuellement vacant. Personne n'y a vécu depuis 3 mois, depuis le décès de mademoiselle Gay. Vous pouvez le visiter quand vous le souhaitez, le voir, décider quoi faire, le vendre, le louer ou y vivre vous-même. Y vivre, ai-je répété, à Vienne? Pourquoi pas, a souri Édouard. Vous avez cette liberté maintenant. Vous pouvez vivre où vous voulez. N'importe où. Le mot a résonné en moi. J'avais vécu toute ma vie à Seattle, j'y suis né, j'y ai étudié, travaillé, je me suis marié, j'ai élevé un enfant. La ville avait été ma maison, ma cage, mon monde entier. Et maintenant, je pouvais partir. Aller n'importe où. Les comptes bancaires sont déjà ouverts à votre nom, a poursuivi le notaire. Les fonds ont été transférés. Voici votre carte bancaire autrichienne. Et celle-ci vient de Suisse. Les codes PIN sont dans l'enveloppe. Vous pouvez retirer, dépenser, transférer ce que vous voulez. C'est votre argent. J'ai pris les cartes en plastique. Légères, ordinaires, et pourtant elles contenaient des millions. Quant au titre, a dit Baron en sortant un autre dossier, je vous recommanderais de ne pas y toucher pour l'instant. Le portefeuille est bien équilibré et génère un revenu régulier. Mais si vous décidez de vendre ou de réinvestir, je peux vous recommander un excellent conseiller financier. Un conseiller financier. Mon Dieu. Il y a à peine une semaine, je comptais chaque dollar, je mettais de l'argent de côté pour les charges, j'achetais les produits d'épicerie les moins chers, et maintenant j'avais besoin d'un conseiller financier. Baran est parti, me laissant avec les documents, les cartes de visite et les numéros de contact. Je suis resté assise dans la cuisine, fixant les papiers. Puis j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert l'application bancaire et j'ai entré les détails de la carte. L'écran s'est allumé. Solde, 480 000 €. J'ai fermé l'application, les rouvertes. Les chiffres n'avaient pas changé. Maman. James a jeté un coup d'œil dans la cuisine. Comment te sens-tu? Je ne sais pas, ai-je admis. James, qu'est-ce que je fais maintenant? Il s'est assis à côté de moi et m'a pris la main. Vis, maman. Vis simplement. Tu as passé toute ta vie à donner aux autres. Papa, moi, ton travail. Maintenant, pense à toi. Que veux-tu? Où veux-tu aller? Que veux-tu voir? J'ai réfléchi un instant. Que voulais-je? Étrangement, je ne savais pas. Pendant 30 ans, ma vie avait suivi un seul schéma. Travail, maison, famille, répétition, un cercle fermé. Je ne m'étais jamais arrêté pour penser à mes propres rêves. Je n'avais jamais eu le temps. Je ne sais pas, ai-je de nouveau dit doucement. Honnêtement, je ne sais pas, alors commençons par les bases, a dit James, s'éclaircissant. Papa doit encore te verser une compensation pour ta part, n'est-ce pas? Et racheter ta part de l'entreprise si tu ne veux pas la garder. Oui, le juge a décidé ça. Bien. Laisse ton avocat s'en occuper. Ensuite, nous verrons pour l'appartement, s'il faut le garder ou le vendre. Et après ça, il a souri. Après ça, nous pourrons commencer à penser à l'avenir. Un vrai avenir, pas seulement survivre. Je l'ai serré dans mes bras, mon garçon intelligent et adulte. James, et toi? Tes études, l'université, tu ne vas pas abandonner, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Il a secoué la tête. Je finirai. J'aime la programmation. Mais tu sais, peut-être que je postulerai pour un master en Europe plus tard, puisque nous avons maintenant un appartement à Vienne.
Nous avons, pas, vous avez, mais, nous avons. Ce simple mot m'a réchauffé le cœur. Le 4e jour, Martha a appelé. Elle a dit que l'avocat de Daniel avait pris contact pour discuter des conditions du règlement et du rachat. Il est pressé, a-t-elle dit, sa voix portant une pointe d'ironie. Apparemment, M. Collins a réalisé qu'il était dans son intérêt de régler ça rapidement. Il propose de racheter votre part de l'entreprise pour 800 000 $. C'est un prix juste. Très bien, ai-je convenu. Qu'il la rachète. Je n'ai pas besoin de cette entreprise. Et à propos de l'appartement, a poursuivi Martha, il propose 400 000 $ pour votre moitié, ou vous pourriez le garder et lui payer sa part. J'ai réfléchi un instant. L'appartement, notre appartement de 3 chambres où nous avions vécu pendant 10 ans, où James a grandi, où nous avions connu le bonheur et le chagrin. Le voulais-je même? Qu'il l'ait, ai-je décidé. Il paiera 400 000 $. James et moi déménagerons. Êtes-vous sûr? Martha a semblé surprise. J'en suis sûr. Je ne veux plus vivre entre ces murs. Trop de souvenirs. Après l'appel, je me suis assise et pour la première fois depuis des jours, j'ai commencé à penser clairement, de manière pratique. J'avais donc l'héritage d'environ 3,5 millions de $, plus 800 000 $ pour ma part de l'entreprise de Daniel, plus 400 000 $ pour l'appartement. Cela faisait 4,7 millions de $ au total. Un montant irréel. Ne plus jamais travailler. Je pouvais acheter la maison que je voulais. Voyager n'importe où. Aider James avec ses études, son avenir. Je pouvais. Que pouvais-je? Que voulais-je? Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé la cour, les bâtiments familiers de l'autre côté de la rue, le terrain de jeu où James jouait dans le bac à sable. Tout était si familier, si ordinaire, si cher, et pourtant soudainement distant. Comme si je n'appartenais plus ici. Comme si ma vie ici avait pris fin, et que quelque chose de nouveau était sur le point de commencer. Ce soir-là, James et moi étions assis dans la cuisine, buvant du thé et mangeant des biscuits. Il travaillait sur un projet de devoir sur son ordinateur portable. J'étais en train de feuilleter distraitement un magazine. « Maman, a-t-il dit soudainement, pourquoi n'allons-nous pas à Vienne? Voir l'appartement. » J'ai levé les yeux. Vienne? Ouais, c'est magnifique là-bas en hiver. Les marchés de Noël, les lumières. Je ne suis jamais allé à l'étranger. Tu n'y es jamais allé non plus, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Non, jamais. Daniel voyageait beaucoup pour le travail, des voyages d'affaires, mais il ne m'a jamais emmené. Il disait que c'était trop cher, que la cabane au bord du lac nous suffisait. Allons-y, a répété James. Tu pourras décider quoi faire de l'endroit. Et tu as besoin d'un changement d'air de toute façon. Tu as besoin de t'éloigner de tout ça. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que j'avais vraiment besoin de sortir, de voir quelque chose de nouveau, de penser à distance. Très bien, ai-je dit. Allons-y, le 5e jour, je suis retourné au travail pour la première fois depuis le procès. Ma patronne, Vera, m'a accueilli avec un regard compatissant. Linda, comment vas-tu? Comment s'est passée l'audience? C'est bon, ai-je répondu vaguement. La propriété a été partagée. Eh bien, Dieu merci. Au moins un peu de justice. Les hommes, ils sont tous les mêmes. Quand ils sont jeunes, ils promettent le monde, et au moment où ils ont de l'argent, ils disparaissent. J'ai hoché la tête et je suis allé à mon bureau, je me suis assise, j'ai allumé l'ordinateur. Une pile de documents se trouvait devant moi. Des factures, des rapports. Le même travail de routine que je faisais depuis 25 ans. J'ai regardé ces papiers. Puis mon bureau, vieux, ébréché. L'ordinateur, ancien, à la traîne. La fenêtre. Rien dehors à part le mur gris du bâtiment voisin. Mes collègues, des femmes fatiguées de mon âge, usées par la vie, le travail, la routine. Et soudain, j'ai réalisé que je ne voulais pas être là. Pas du tout. J'avais donné 25 ans à ce travail, assise à ce bureau, comptant l'argent des autres, traitant les affaires des autres. Pourquoi? Pour gagner un salaire misérable qui couvrait à peine les factures. À l'heure du déjeuner, je suis allé au bureau de Vera. Vera, puis-je vous parler un instant? Bien sûr,
a-t-elle dit en posant son stylo et en me regardant. Je veux démissionner. Elle a cligné des yeux. Démissionner. Complètement? Mais pourquoi? Vous avez des avantages d'ancienneté. Vous êtes proche de la retraite. Exactement, ai-je dit doucement. La retraite. J'ai 49 ans, Vera. Je ne veux pas attendre la retraite derrière ce bureau. Je veux vivre. Juste vivre. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis a hoché la tête. Je comprends. Écrivez votre démission. Préavis de 2 semaines. Je le ferai, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai annoncé ma décision à James. Il m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur la joue. Bien joué, maman. Tu as passé assez de temps dans ce bureau. Le 6e jour, Daniel a appelé. Son nom est apparu sur mon écran, et pendant un long moment, je n'ai pas su si je devais répondre, mais finalement, je l'ai fait. Allô, ai-je dit froidement. Linda. Sa voix semblait fatiguée, perdue. Pouvons-nous parler? Nous rencontrer. Pourquoi? Juste pour parler comme des gens normaux. On a été ensemble pendant tant d'années. J'ai hésité, puis j'ai dit, très bien, demain à 13 h, au café de Pike Place, celui où on allait. Merci, a-t-il expiré. Merci, Linda. J'ai raccroché. James m'a regardé d'un air interrogateur. Il veut qu'on se voie, ai-je expliqué. Pour parler. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Non, ai-je admis. Mais j'ai besoin de clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Le lendemain, je suis arrivé au café à 13 h précises. Daniel était déjà assis près de la fenêtre. Il avait l'air terrible, hagard avec des cernes sous les yeux, mal rasé. Son costume était froissé, sa cravate de travers. Il s'est levé quand je me suis approché, a essayé de sourire, mais s'est sorti tordu. Salut, a-t-il dit. Salut, ai-je répondu en m'asseyant en face de lui. La serveuse est venue. J'ai commandé un cappuccino. Daniel buvait déjà un expresso, à en juger par la tasse vide devant lui, pas son premier. Nous nous sommes assis en silence. Il regardait par la fenêtre. J'ai baissé les yeux sur la table. Finalement, il a parlé. Linda, je voulais m'excuser pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, pour ce que j'ai dit au tribunal, pour Elena, pour t'avoir quitté. C'était une chose terrible à faire. Oui, ça l'était, ai-je convenu. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Tu ne devrais pas. J'ai agi comme un parfait salaud. Il s'est frotté le visage avec ses mains. J'ai tout perdu, Linda. Alina m'a quitté au moment où elle a appris ton héritage. Il s'avère qu'elle voulait mon argent, pas moi. Tu as toujours la moitié de l'entreprise, lui ai-je rappelé, et la voiture et la cabane. Ce n'est pas rien. Comparé à ce que tu as. Il a esquissé un sourire amer. 3,5 millions de dollars, un appartement à Vienne, des actions et des obligations. Et moi? J'ai passé toute ma vie à courir après l'argent, à me casser le dos, à me tuer au travail. Et qu'est-ce que j'ai à montrer? La moitié de ce que j'avais. Et toi? Tu as tout eu comme ça. Gratuitement? J'ai senti la colère monter en moi. Gratuitement, ai-je répété doucement, mais il y avait de l'acier dans ma voix. Tu crois que j'ai eu tout ça gratuitement, Dan? Je t'ai donné 26 ans de ma vie. J'ai vendu les boucles d'oreilles de ma grand-mère pour que tu puisses ouvrir ton premier kiosque. J'ai emprunté de l'argent à mes parents et à ma sœur pour que tu puisses approvisionner ton magasin. J'ai occupé 2 emplois pour nourrir notre famille pendant que tu te cherchais. J'ai fait ta comptabilité gratuitement pendant 5 ans. J'ai lavé, cuisiné, nettoyé, élevé notre fils toute seule parce que tu étais toujours trop occupé. Et tu appelles ça gratuit? Il n'a rien dit, fixant la table. Et cet héritage, ai-je poursuivi, ce n'est pas un cadeau chanceux du destin. C'est de tante Elisabeth, une femme qui a travaillé toute sa vie, a économisé, investi et géré son argent judicieusement. Elle aurait pu le laisser à n'importe qui, mais elle me l'a laissé. Sais-tu pourquoi? Il a secoué la tête. Parce qu'il y a 30 ans, quand j'étais étudiante, elle est venue à Seattle et n'avait nulle part où rester. Je l'ai accueillie, je lui ai donné mon lit, j'ai dormi sur le canapé. J'ai cuisiné pour elle, je lui ai fait visiter,
je me suis occupé d'elle. Elle avait 70 ans à l'époque et marchait avec difficulté. Je l'ai conduite chez le médecin, je lui ai acheté des médicaments avec l'argent de ma bourse. Pendant 2 semaines, j'ai été là pour elle simplement parce qu'elle était de la famille. Et quand elle a fait son testament des années plus tard, elle s'est souvenue de cette fille qui lui avait donné tout ce qu'elle avait. Mon cappuccino est arrivé. J'ai pris une gorgée, chaude, douce, réconfortante. Alors, non, Dan, ai-je dit calmement. Je ne l'ai pas eu gratuitement. Je l'ai mérité. Peut-être pas par le travail ou le dur labeur, mais par la gentillesse, la compassion et l'humanité. Les choses que tu as perdues en cours de route. Il était assis, voûté, et pour la première fois, j'ai eu pitié de lui. Pas le genre de pitié qui vous donne envie de revenir en arrière, mais le genre que l'on ressent pour un étranger qui a ruiné sa propre vie. Dan, ai-je dit plus doucement. Je ne suis pas en colère contre toi. Honnêtement, je suis reconnaissante. Il a levé la tête, surpris. Reconnaissante? Oui, tu m'as libéré. Si tu n'étais pas parti, je serais resté dans cette cage, à cuisiner, à nettoyer, à t'attendre la nuit. J'aurais passé le reste de ma vie dans cet appartement, fier de ton succès tout en oubliant qui j'étais. Mais maintenant j'ai une chance de recommencer, de vivre pour moi. Alors, merci. Il a de nouveau baissé la tête et est resté assis en silence pendant un long moment. Puis il a demandé doucement, et moi? Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Continue de vivre, ai-je dit simplement, de travailler. Retrouve l'amour. Ne répète pas tes erreurs. Apprends à apprécier ce que tu as. J'ai fini mon café et je me suis levé. Au revoir, Dan. Prends soin de toi. Je suis sorti du café et j'ai descendu la rue. Il faisait froid et venteux, mais je ne le sentais pas. Il y avait de la chaleur en moi, étrange, inconnue, mais profondément réconfortante, comme si la lourde pierre qui pesait sur ma poitrine depuis des mois s'était enfin envolée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé James. James, allons vraiment à Vienne pour Noël. On verra l'appartement, on se promènera dans la ville, et on décidera de la suite. Génial! A-t-il dit, excité. Je regarde déjà les vols. J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, c'était un vrai sourire, chaleureux et sincère. La vie a continué et elle avait enfin l'air prometteuse. Les 2 semaines suivantes ont passé dans le flou. J'ai travaillé mes derniers jours, j'ai bouclé la paperasse, j'ai dit au revoir à mes collègues. Vera m'a serré dans ses bras et m'a dit, bien joué, Linda. Tu fais ce qu'il faut. La vie est trop courte pour la passer à compter les chiffres des autres. J'ai acheté des billets d'avion pour James et moi, Seattle-Vienne. Le 20 décembre, aller-retour, 10 jours. Pendant ce temps, j'ai finalisé les arrangements financiers. Daniel a transféré l'argent pour le rachat de l'entreprise, $800 000, sur mon compte, puis $400 000 de plus pour l'appartement. Martha m'a aidé avec toutes les formalités juridiques. Linda, as-tu pensé où tu vas vivre maintenant, m'a-t-elle demandé lors de notre dernière réunion pour signer les papiers. Pas encore, ai-je admis. Je vais louer quelque chose pendant un certain temps. Après ça, qui sait? Peut-être que je resterai à Vienne. À Vienne? Elle a levé les sourcils. Définitivement? Je ne sais pas, ai-je haussé les épaules. Mais pourquoi pas? Il n'y a plus rien qui me retient ici. James peut être transféré dans une université européenne et y terminer son diplôme. Nous apprendrons la langue, nous nous installerons, nous commencerons une nouvelle vie. Martha a hoché la tête. Je comprends. Parfois, il faut laisser le passé derrière soi pour trouver l'avenir. À la maison, nous avons commencé à faire nos valises. J'ai sorti de vieilles valises, j'ai commencé à plier des vêtements, des pulls chauds, des papiers importants, des produits de première nécessité. James a emballé ses gadgets, ses livres, ses sweats à capuche. L'appartement s'est lentement vidé. J'ai trié les choses, en mettant certaines dans des boîtes de dons, en jetant d'autres, en mettant quelques-unes de côté pour les emporter avec nous. Un soir, je me suis assise par terre dans la chambre, triant une boîte de vieilles photos. Notre mariage, jeune, heureux, amoureux. Daniel me tenant, riant, m'embrassant. Je portais une simple robe blanche et un bouquet de marguerites. La naissance de James. Moi à l'hôpital, épuisée mais rayonnante, tenant un petit paquet dans mes bras.
Les premiers pas de James. Daniel le rattrapant, le jetant en l'air. Le barbecue de la maison du lac. Des rires. Le soleil d'été. Le gâteau du 7e anniversaire de James. Des bougies. Des ballons. Des visages souriants. Tant d'années, tant de moments. Chaleureux, beau, heureux. Quand est-ce que tout a mal tourné? Quand l'amour s'est-il transformé en habitude et l'habitude en irritation? Ou était-ce toujours comme ça et je ne le voyais tout simplement pas ou je refusais de le voir? Maman, a dit James, s'agenouillant à côté de moi, jetant un coup d'œil dans la boîte. Qu'est-ce que c'est? De vieilles photos, ai-je dit en lui en tendant une. Il avait environ 3 ans, assis sur les épaules de Daniel, tous les deux riant. James a étudié la photo un moment. Tu sais, je me souviens à peine de papa comme ça, heureux. Je veux dire, dans mes souvenirs, il était toujours occupé, fatigué, en colère. Il était différent, ai-je dit doucement, autrefois. Ou du moins, je le pensais. Maman, a dit James en me passant un bras autour des épaules. Ne sois pas triste. C'est du passé. On a une nouvelle vie maintenant. J'ai hoché la tête et j'ai essuyé mes yeux, j'ai remis les photos dans la boîte, j'ai refermé le couvercle. Le passé pouvait rester là où il était. Une semaine avant notre voyage, j'ai retrouvé Tammy. Nous nous sommes assises dans la même cuisine où nous avions partagé tant de tasses de thé et de larmes. Alors, tu pars vraiment, a demandé Tammy, les yeux pleins de tristesse. Oui, pour 10 jours, juste pour voir. Mais peut-être pour de bon. Et moi? A-t-elle reniflé. Qu'est-ce que je suis censé faire sans toi? Tu es ma seule amie, Linda. Je lui ai pris la main. Tammy, ma chérie, tu viendras me voir. J'ai ce grand appartement à Vienne maintenant, 92 mètres carrés. Tu viendras rester avec moi, voir la ville. Je t'invite. Vraiment? C'est-elle éclaircie. Pourrais-je même me le permettre avec mon salaire d'enseignante? Bien sûr, ai-je dit. Je t'achèterai ton billet. Ne t'inquiète pas. Tu as été là pour moi toutes ces années. Maintenant, c'est mon tour. Nous nous sommes serrés dans les bras, nous sommes restés un peu plus longtemps, nous avons parlé de tout et de rien. Quand je suis parti, Tammy était à la porte, agitant la main, les larmes coulant sur ses joues. 3 jours avant le départ, je suis allé au cimetière pour mes parents. Maman était morte il y a 5 ans d'un cancer. Papa, 3 ans plus tard, d'une crise cardiaque. Je n'avais pas souvent rendu visite, le travail, la vie, jamais assez de temps. Les tombes étaient de simples pierres tombales en granit gris avec leurs photos. Maman et papa, jeunes et souriants. J'ai apporté des chrysanthèmes et je les ai mis dans le vase. Je me suis assise sur le banc voisin. Maman, papa, ai-je commencé doucement, leur parlant dans mon esprit comme toujours. Il s'est passé quelque chose. Tante Elisabeth est décédée. Vous vous souvenez d'elle, n'est-ce pas? La tante de maman. Elle m'a laissé un héritage. Un gros. Vraiment gros. Je suppose qu'on pourrait dire que je suis riche maintenant. Le vent a fait bruisser les branches nues au-dessus. C'était calme, froid, immobile. J'ai divorcé de Daniel. Il est parti pour une autre femme. Mais vous savez quoi? Je me sens en fait plus légère. Comme si un poids avait été enlevé. Je vais à Vienne pour voir l'appartement de tante Elisabeth. Peut-être que j'y resterai. Commencer une nouvelle vie. James vient avec moi. C'est un bon garçon, vous seriez fiers de lui. Je suis resté assise un peu plus longtemps, me souvenant de ma mère, de la façon dont elle faisait des tartes, m'apprenait à tricoter, me racontait des contes de fées, de la façon dont papa me sculptait de petits jouets en bois, me portait sur ses épaules, chantait des chansons. C'étaient des gens simples et gentils, ils ont travaillé dur toute leur vie, ont économisé chaque centime, ont vécu modestement, et ils étaient heureux parce qu'ils avaient quelque chose de réel, l'amour. Je viendrai vous voir, ai-je promis doucement. Je ne vous abandonnerai pas. Je le promets. Je me suis levé, j'ai redressé les fleurs et je me suis dirigé vers la sortie. La veille de notre voyage, je me suis arrêté à l'école de James pour remercier son professeur principal, Madame Parker. C'était une enseignante merveilleuse, solidaire et gentille, toujours là pour James dans les moments difficiles. Nous avons parlé dans la salle des professeurs.
Je lui ai dit que nous déménagions et que James poursuivrait ses études à Vienne après avoir terminé sa première année d'université. Linda, je suis si heureuse pour vous, a dit Madame Parker sincèrement. James est un jeune homme si talentueux. Il mérite des opportunités et en Europe, il les aura. Je vous souhaite à tous les deux tout le meilleur dans ce nouveau chapitre. Je l'ai remercié, j'ai laissé mon adresse email et j'ai dit au revoir. Ce soir-là, le dernier avant notre départ, James et moi étions assis dans notre appartement presque vide. Les boîtes étaient faites. Les valises se tenaient près de la porte. Les meubles restaient derrière. Daniel les prendrait ou les vendrait. Je m'en fichais. J'ai traversé les pièces en disant silencieusement au revoir. La chambre où j'avais dormi pendant 10 ans. La cuisine où j'avais préparé des milliers de dîners. Le salon où nous avions célébré le Nouvel An, regardé la télé, nous étions réunis en famille. La chambre de James où il avait grandi, étudié, était devenu un homme. Tant de souvenirs, bons et mauvais, joyeux et amers. Toute ma vie était entre ces murs. Est-ce que tu le regrettes, a demandé James, debout à côté de moi. Un peu, ai-je admis. C'est difficile de laisser le passé derrière soi, même quand il n'était pas si heureux que ça. Mais l'avenir est devant nous et il semble plus prometteur. Nous nous sommes couchés tard. Je n'ai pas pu dormir pendant longtemps, me retournant dans mon lit, fixant le plafond. Demain matin, un taxi nous emmènerait à l'aéroport. Nous prendrions l'avion pour Vienne, verrions l'appartement de tante Elisabeth, nous promènerions dans la ville, y célébrerions Noël, et après, qui sait, peut-être que nous reviendrions à Seattle. Peut-être que nous resterions. Peut-être que c'était le début d'une toute nouvelle vie. Le matin, je me suis réveillé tôt, même si le vol n'était qu'à 14 heures. Je me suis douché, je me suis habillé, j'ai mis un maquillage léger et je me suis regardé dans le miroir. Une femme d'âge moyen me regardait, un visage fatigué, mais des yeux stables. C'était moi, la nouvelle moi. James s'était levé aussi, se préparant rapidement. Nous avons pris un café dans la cuisine. Debout, il ne restait plus de chaises. Nous les avions données à un voisin. Maman, a dit James, tu sais, je suis fier de toi. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Je l'ai serré fort dans mes bras. Et je suis fier de toi. Tu ne m'as pas abandonné. Tu es resté quand ton père est parti. Ça signifie plus que tu ne le sais. À 10 heures, le taxi est arrivé. Le chauffeur nous a aidés à porter nos valises. Je me suis retourné une dernière fois pour regarder l'immeuble, les fenêtres de notre ancien appartement. Au revoir, ai-je murmuré. Merci pour tout, pour le bon et le mauvais. Tout en valait la peine. Nous sommes montés dans la voiture et nous nous sommes dirigés vers l'aéroport. J'ai regardé la ville défiler, les rues que j'avais parcourues 1000 fois. Les parcs où je jouais avec James quand il était petit. Le Puget Sound scintillant, gris et froid sous la pluie de décembre. Seattle me disait au revoir avec son temps habituel, ciel gris, bruine et vent. On se reverra, ai-je dit silencieusement à la ville. Je reviendrai. Peut-être pas pour toujours, mais je reviendrai. Tu es ma maison et je t'aime. Mais je dois partir, au moins pour un moment. L'aéroport était bondé et bruyant. Nous nous sommes enregistrés, nous avons passé la sécurité et nous sommes entrés dans la zone d'embarquement. Nous nous sommes assis dans un café, nous avons commandé des sandwichs et du café. Nerveuse ? A demandé James. Un peu, ai-je admis. Je n'ai jamais pris l'avion auparavant. C'est effrayant. Ne le sois pas, maman, a-t-il dit en me serrant la main. Tout va bien se passer. Tu verras. Ils ont appelé notre vol. Nous nous sommes dirigés vers la porte d'embarquement. J'ai regardé en arrière une dernière fois. Seattle. Ma vie. Mes 26 ans de mariage. Mes espoirs et mes déceptions, tout restait derrière. Devant, il y avait le ciel. Vienne et un nouveau départ. Nous sommes montés à bord de l'avion. J'ai pris un siège près du hublot, j'ai bouclé ma ceinture. James s'est assis à côté de moi, a mis ses écouteurs, a fait défiler son téléphone. L'avion a accéléré sur la piste. Le sol s'est brouillé. Et puis nous avons décollé. J'ai regardé par le hublot. Seattle rapetissait en contrebas, petite, grise, disparaissant dans les nuages. Puis seul le ciel est resté, bleu, infini, libre.
Et soudain, j'ai compris, j'étais libre. Vraiment libre. Pour la première fois depuis des années, je pouvais faire n'importe quoi. Aller n'importe où. Vivre comme je le voulais. J'avais de l'argent. J'avais des choix. J'avais mon fils à mes côtés. Et un avenir que je construirais moi-même. Je me suis penché en arrière, j'ai fermé les yeux et j'ai souri doucement à moi-même. Tout ne faisait que commencer. Quelque part loin en contrebas, à Seattle, Daniel était assis dans son bureau, comptant ses pertes. Alina était déjà à la recherche d'un nouvel homme riche. Martha se préparait pour une autre affaire. Tammy donnait son cours. La vie continuait, mais ma vie, ma vraie vie, était ici, dans le ciel, en route pour Vienne, en route pour moi-même. Je me suis souvenu des paroles de Daniel au tribunal. Prends ton morveux et fous le camp. J'ai souri. Eh bien, Dan, c'est exactement ce que je fais. Je prends mon morveux et je pars. Non pas parce que tu me l'as dit, mais parce que je l'ai choisi. Et je ne m'enfuis pas seulement. Je me dirige vers un endroit précis, vers ma nouvelle vie. Merci, Dan. Merci de m'avoir laissé partir. Merci de m'avoir montré que je pouvais vivre sans toi. Merci de m'avoir donné la chance de recommencer. J'ai ouvert les yeux. Des nuages passaient dehors. Blanc, doux, magnifique. Maman, regarde, a dit James en montrant la fenêtre. Le soleil. J'ai regardé. Des rayons de soleil perçaient les nuages. Brillant, chaud, doré. Oui, ai-je dit doucement, le soleil. Et soudain, tout m'a semblé léger, comme si j'avais porté un lourd fardeau sur mon dos toute ma vie et que je l'avais enfin posé. Mon cœur battait régulièrement, calmement. Ma respiration était facile, libre. Devant, il y avait Vienne, l'appartement de tante Elisabeth, les marchés de Noël dont James m'avait parlé. De nouvelles rues, de nouveaux visages, une nouvelle vie. Et j'étais prête pour ça, prête à vivre, à profiter, à être heureuse. Enfin. L'avion a atterri à Vienne à 17h précise, heure locale. Il commençait déjà à faire nuit, ce court jour de décembre s'estompant rapidement. J'ai rassemblé mes affaires, j'ai pris mon sac. James m'a aidé avec le bagage à main. Nous sommes descendus de l'avion et avons marché le long du long couloir vers le contrôle des passeports. Mon cœur battait la chamade. C'était ma première fois à l'étranger, ma première fois à traverser la frontière d'un autre pays. Tout semblait étrange. Les panneaux en allemand et en anglais, les voix étrangères, les visages inconnus, une atmosphère complètement différente. Le contrôle des passeports s'est bien déroulé. L'officier, un jeune homme en uniforme, a jeté un coup d'œil à mes documents, a hoché la tête, les a tamponnés, sans poser de questions. Nous avons récupéré nos bagages sur le carrousel et nous nous sommes dirigés vers la sortie. Un homme se tenait là, tenant une pancarte, Linda Gray. Le notaire, Baran, avait tenu parole et avait organisé un chauffeur. L'homme, un Autrichien plus âgé avec un sourire aimable et une moustache grise, a pris nos bagages et nous a conduits à la voiture. Nous avons traversé Vienne dans la lumière du soir, et je ne pouvais pas détacher mes yeux de la fenêtre. La ville brillait de décorations de Noël, des guirlandes lumineuses sur les bâtiments, des vitrines de magasins scintillantes, de grands arbres brillants sur les places. Les gens se dépêchaient sur les trottoirs avec des sacs de course, riant, parlant. Tout semblait festif, chaleureux, vivant. C'est magnifique, a soufflé James en se rapprochant de la vitre. Oui, ai-je convenu. C'est vraiment le cas. Nous avons traversé le centre-ville. J'ai vu la cathédrale Saint-Étienne avec sa haute flèche, l'opéra d'État de Vienne baigné de lumière dorée, les élégants bâtiments anciens avec des balcons ornés et des façades sculptées. Tout semblait surréaliste, comme un film ou un rêve. Finalement, la voiture s'est arrêtée devant un charmant immeuble de 5 étages. Façade de couleur crème, grandes fenêtres, balcons en fer forgé. Clairement un vieux bâtiment, peut-être d'un siècle ou plus, mais magnifiquement restauré. Nous sommes arrivés, a dit le chauffeur dans un anglais lent et accentué. Je l'ai assez bien compris. James a aidé à décharger les bagages. Le chauffeur m'a tendu une enveloppe. Elle contenait la clé de l'appartement et une note du notaire. L'appartement est au 4e étage, porte à gauche de l'ascenseur. Bienvenue à Vienne. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Baran. Nous sommes entrés dans le bâtiment, propre, lumineux, avec des sols en marbre, un vieux miroir au mur.
L'ascenseur était petit, doublé de panneaux de bois, fermé par une grille en fer. Nous nous sommes serrés à l'intérieur avec nos valises et sommes montés au 4e étage. La porte à gauche de l'ascenseur, en bois massif, avec une poignée en laiton. J'ai inséré la clé et je l'ai tournée. La serrure a cliqué. J'ai poussé la porte et je me suis figé sur le seuil. L'appartement était magnifique. Un couloir spacieux avec du parquet, de hauts plafonds avec des moulures, un grand lustre en cristal. Je suis entré plus loin. Le salon, immense, d'environ 30 mètres carrés, avec 2 hautes fenêtres donnant sur la rue. Les meubles étaient anciens mais élégants. Un canapé en bois sculpté, des fauteuils, une table basse, des bibliothèques tapissant les murs, des tableaux et des cadres dorés. Des étagères remplies de livres, de figurines en porcelaine, de photographies encadrées. Je me suis approché de l'une des photographies. Tante Elisabeth jeune, peut-être 40 ans, portant un tailleur soigné, tenant un livre. À côté d'elle se tenait un homme plus âgé avec un sourire chaleureux. Peut-être un collègue, peut-être un ami. Je ne savais pas, maman, viens ici, a appelé James d'une autre pièce. J'y suis allé. La cuisine, grande, lumineuse, moderne, mais pleine de charme d'antan. Des armoires en bois, des comptoirs en marbre, une grande table à manger pour 6 personnes. La fenêtre donnait sur une cour avec un arbre nu maintenant, mais probablement magnifique en été. Ensuite, il y avait 2 chambres. L'une appartenait clairement à tante Elisabeth, un grand lit, une coiffeuse, une armoire, tout était bien rangé et entretenu. La seconde, plus petite, semblait être une chambre d'amis. Puis la salle de bain, spacieuse avec une baignoire sur pied et une cabine de douche séparée. Et enfin un bureau, une petite pièce confortable avec un bureau, des étagères de livres et une chaise près de la fenêtre. Je suis retourné dans le salon et je me suis assise sur le canapé. James m'a rejointe. Alors, a-t-il demandé. Je n'arrive pas à y croire, ai-je admis. Tout ça est à moi. C'est à toi, maman. Officiellement et complètement à toi. J'ai regardé autour de moi. Dans un coin se trouvait un sapin de Noël, petit, artificiel mais magnifiquement décoré. Peut-être que tante Elisabeth l'avait installé avant son décès, ou peut-être qu'un voisin l'avait fait après. En dessous se trouvaient quelques boîtes, peut-être des cadeaux, peut-être juste des ornements. Sur la table basse se trouvait une enveloppe. Je l'ai prise et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. L'écriture était élégante et fluide. Chère Linda, si tu lis cette lettre, c'est que je suis parti. Je suis désolé de ne pas avoir pu te dire au revoir en personne. La vie est imprévisible, surtout à mon âge. Je veux que tu saches que je ne t'ai pas choisie comme héritière par hasard. Il y a 30 ans, quand je suis venu à Seattle, tu as été la seule personne à me montrer une vraie gentillesse. Tu m'as donné ton lit, tu t'es occupé de moi quand j'étais malade, tu m'as conduite chez le médecin, tu m'as nourri alors que tu avais à peine assez pour toi. Tu étais une pauvre étudiante, et pourtant tu as partagé le peu que tu avais. C'est quelque chose de vraiment précieux. Je n'ai jamais oublié ta gentillesse. Et quand la vie m'a récompensé, quand j'ai hérité de l'argent de parents éloignés, que j'ai trouvé un bon travail et que j'ai réussi à économiser, j'ai décidé que cela devait te revenir parce que tu l'as mérité. Non pas par le travail ou l'argent, mais par quelque chose de plus grand, l'humanité. Vis dans cet appartement si tu le souhaites, ou vends-le. Investis dans quelque chose à toi. Fais ce que tu veux. C'est à toi maintenant. Je veux juste que tu sois heureuse. J'ai vécu une longue vie. Pas toujours facile. Pas toujours heureuse. Je ne me suis jamais marié, je n'ai jamais eu d'enfant. Je me suis consacré à mon travail, aux langues et aux livres. Beaucoup pensaient que j'étais étrange, seul. Peut-être avaient-ils raison. Mais je ne regrette rien. C'était ma vie et je l'ai vécue comme je le voulais. Tu es encore jeune, Linda. Tu as tant d'années devant toi. Ne les gaspille pas à des choses qui te rendent malheureuse. La vie est trop courte pour ça. Sois heureuse, ma chère. Tu le mérites. Avec tout mon amour, ta tante Elisabeth. Quand j'ai fini de lire, des larmes ont coulé sur mes joues. Des larmes silencieuses et chaudes. Pas de chagrin ou de tristesse, mais de gratitude. Du sentiment accablant que je n'étais pas seul, que quelqu'un se souvenait, que quelqu'un se souciait, que quelqu'un voulait que je sois heureuse. Merci, tante Elisabeth, ai-je murmuré en regardant sa photo.
Merci pour tout. James m'a passé un bras autour des épaules et m'a serré fort. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Puis j'ai essuyé mes yeux et je me suis levé. Très bien, assez pleuré. Déballons et installons-nous. Je meurs de faim, et je parie que toi aussi. Je vais voir dans le frigo. Bien sûr, il était vide. L'appartement était vacant depuis 3 mois. Mais dans le congélateur, j'ai trouvé des sacs de légumes surgelés et dans les placards, des pâtes, des conserves, du thé, du café. Tante Elisabeth a dû faire des provisions au cas où elle ne pourrait pas sortir faire les courses. J'ai fait bouillir les pâtes, j'ai ouvert une boîte de ragoût et j'ai préparé un dîner simple. Nous nous sommes assis à la grande table de la cuisine, mangeant en silence. Dehors, la nuit tombait, des lumières s'allumaient dans les fenêtres voisines. La ville vivait son propre rythme tranquille. Tu sais, maman, a dit James en terminant ses pâtes. J'aime vraiment cet endroit. C'est confortable, comme à la maison. Oui, ai-je acquiescé doucement. C'est vraiment le cas. Après le dîner, j'ai lavé la vaisselle et j'ai rangé la cuisine. James a déballé ses valises et a rangé ses affaires. J'ai pris une longue douche dans cette belle vieille baignoire. De l'eau chaude, du savon parfumé, un silence parfait. Le bonheur. Je suis allé me coucher dans la chambre de tante Elisabeth. Les draps étaient frais. Apparemment, le notaire avait fait nettoyer l'endroit avant notre arrivée. Je me suis allongé sous une couverture chaude, fixant le plafond tandis que les bruits de Vienne entraient par la fenêtre, klaxons, voix, rires. J'ai pensé à Daniel. Que faisait-il maintenant? Assis dans son bureau, comptant ses pertes. Ou peut-être que ça n'avait pas d'importance. Il faisait partie d'une autre vie qui était terminée. J'ai pensé à mon travail, à Vera, à mes collègues, à ces piles interminables de papier sur mon bureau. Ne m'assiérais-je vraiment plus jamais dans ce bureau étouffant, comptant l'argent des autres, attendant le jour de paix? J'ai pensé à l'appartement de Seattle, aux pièces vides, aux boîtes de choses, aux photos et aux placards. Et j'ai réalisé que je ne regrettais rien. Pas du tout. Tout ce qui appartenait à cette vie était derrière moi maintenant. Ce que j'avais ici, c'était une page blanche, une chance de recommencer. Je me suis endormi au doux bourdonnement des rues viennoises pour la première fois depuis des mois, paisiblement, sans souci, sans cauchemar. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil entrant à flot par la fenêtre. J'ai regardé l'horloge, 10 heures. J'avais dormi 12 heures. La dernière fois que j'avais dormi aussi longtemps, ça devait être il y a 20 ans. Je me suis levé, j'ai ouvert les rideaux. Dehors, c'était Vienne, ensoleillée, fraîche, éblouissante, des bâtiments historiques avec des toits de tuiles rouges, des rues étroites, les flèches de la cathédrale au loin. Des gens promenant leurs chiens, portant des courses, discutant. La vie ordinaire dans une ville extraordinaire. Et pour moi, c'était comme un miracle. Je me suis habillé et je suis allé à la cuisine. James était déjà là, assis à la table avec son ordinateur portable et une tasse de café. Bonjour, la belle au bois dormant, a-t-il souri. Je suis descendu à la boulangerie du coin et je nous ai pris le petit déjeuner. Des croissants, des pains au chocolat, et j'ai fait du café. Merci, mon chéri, ai-je dit en m'asseyant en face de lui et en prenant un croissant. Il était chaud, feuilleté et délicieux. Alors, as-tu maîtrisé l'allemand pendant la nuit? Il a ri. Pas tout à fait, mais Dieu merci pour Google Translate. La dame au comptoir ne parlait pas un mot d'anglais, mais on s'est débrouillé avec des gestes. Nous avons pris le petit déjeuner, bu du café, puis j'ai dit, allons nous promener, voir la ville. Bien sûr. Nous nous sommes emmitouflés et sommes sortis. Vienne en décembre nous a accueillis avec une journée froide mais ensoleillée. Nous avons erré dans les rues, admirant les vitrines des magasins, les vieux bâtiments, les décorations de Noël. Noël n'était que dans 5 jours. On pouvait sentir l'anticipation partout. Nous sommes tombés sur un marché de Noël. Des stands en bois, des lumières scintillantes, de la musique. L'air était rempli de l'odeur de châtaignes grillées et de pain d'épices. Les gens s'affairaient à acheter des cadeaux, à siroter des boissons chaudes dans des tasses. « Maman, tu veux du vin chaud ?» a demandé James. « Essayons, ai-je dit. » Nous avons acheté 2 tasses de vin chaud, sucré, épicé, fumant. J'ai pris une gorgée et la chaleur s'est répandue en moi. Nous sommes restés au milieu du marché, buvant, regardant la foule. Et je me sentais bien.
Simplement bien, sans raison particulière. Tu sais, James, ai-je dit doucement. Je crois que je suis heureuse en ce moment, à cet instant. Vraiment heureuse. Il m'a passé un bras autour des épaules. Moi aussi, maman. Moi aussi. Nous avons marché pendant des heures. Nous avons visité la cathédrale Saint-Étienne. Majestueuse, ancienne, pleine d'histoire. J'ai allumé une bougie et j'ai prié pour James, pour tante Elisabeth, pour maman et papa, pour moi-même. J'ai demandé de la force, de la sagesse et de la paix. Ensuite, nous sommes allés faire les magasins. Je nous ai acheté de nouveaux vêtements, un manteau pour moi, une veste pour James. Nous nous sommes arrêtés dans un supermarché et avons rempli nos sacs de nourriture fraîche, de légumes, de fruits, de poissons, de fromage, de vin. Nous sommes rentrés à la maison en riant, jonglant avec les sacs entre nous. À la maison, j'ai préparé le dîner, du poisson poêlé avec des légumes, de la salade, des pommes de terre. Nous nous sommes assis à cette grande table de cuisine, mangeant, buvant du vin blanc, parlant de tout et de rien. Maman, a dit James soudainement, restons ici. Pas pour 10 jours, pour de bon. J'ai hésité. Rester pour de bon. Laisser Seattle derrière moi, tout ce qui était familier. Et toi? Tes études, tes amis? Maman, je peux finir l'école en ligne ou être transféré. Mes amis seront toujours là. Je peux leur parler à tout moment. Mais ici, il y a tellement d'opportunités. Je peux améliorer mon anglais, apprendre l'allemand, entrer dans une grande université. Maman, c'est une vraie chance. Il avait raison. C'était une chance pour nous deux de recommencer à zéro, libérés du passé. Très bien, ai-je dit lentement. Essayons. Nous resterons 6 mois, peut-être 1 an. On verra comment ça se passe. Si ça ne marche pas, on peut toujours rentrer. Maintenant, on a le choix. Génial. James a sauté sur ses pieds et m'a serré dans ses bras. Maman, tu es la meilleure. Ce soir-là, je suis restée assise longtemps dans le bureau de tante Elisabeth, triant ses papiers, ses lettres, ses documents, ses photos. La voilà, jeune et souriante, entourée d'étudiants dans une salle de classe. La voilà à Vienne, devant l'opéra, lors d'un pique-nique avec des amis, à son bureau lisant un livre. Toute une vie vécue avec dignité, indépendamment, selon ses propres règles. Pas de mari, pas d'enfant, mais pleine de but, de travail et de passion. Et à la fin de cette vie, la décision de tout laisser à la seule personne qui lui avait un jour montré de la gentillesse. Merci, tante Elisabeth, ai-je de nouveau murmuré. Je vais essayer d'être digne de votre cadeau. Je vais essayer de vivre les années qu'il me reste d'une manière dont je n'aurai pas honte. Je le promets. Les jours suivants ont passé à toute vitesse. Nous nous sommes installés, avons pris nos repères, exploré la ville. Nous sommes allés dans des musées, des théâtres, des parcs. Nous nous sommes inscrits à des cours d'allemand. Nous nous sommes occupés de la paperasse pour un séjour de longue durée. Avec mon héritage et l'appartement, cela s'est avéré assez simple. Le 24 décembre, la veille de Noël, nous avons redécoré le sapin et décoré l'appartement. J'ai préparé un dîner de fête, du poisson, des salades, des tartes. Nous nous sommes assis à table ensemble, avons bu du champagne et fait des vœux. À une nouvelle vie, a dit James en levant son verre. À une nouvelle vie, ai-je répété. Nous avons trinqué. À minuit, je suis sorti sur le balcon. Vienne scintillait de lumière en contrebas. Des cloches sonnaient quelque part au loin. Les gens dans les rues se félicitaient, riaient, se serraient dans les bras. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mes messages. Il y en avait quelques-uns. De Tammy, Linda, joyeux Noël. Comment va Vienne? Écris-moi. De Martha, Linda, joyeuse fête. Je vous souhaite du bonheur. De mon ancienne patronne, Vera, Linda, félicitations. Tu nous manques ici. Et un de Daniel. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Et, j'ai hésité un instant. Linda, joyeuse fête. Pardonne-moi si tu peux. J'ai été un imbécile. Je te souhaite du bonheur. Dan. J'ai lu le message plusieurs fois. Puis j'ai répondu brièvement. Merci. Toi aussi. Il n'y avait rien d'autre que je voulais lui dire. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé la ville. Quelque part là-bas,
à des milliers de kilomètres, se trouvait Seattle, ma ville natale, où s'était déroulée mon ancienne vie. Les tombes de mes parents étaient là. Mes amis, mes souvenirs. Je ne l'avais ni abandonné ni trahi. J'étais simplement parti. J'avais laissé le passé derrière moi et j'étais entré dans l'avenir. Maman, viens ici, a appelé James de l'autre pièce. Les feux d'artifice commencent. Je suis rentré à l'intérieur. Nous nous sommes tenus à la fenêtre et avons regardé le ciel exploser de couleurs, rouge, bleu, or, vert. Les lumières ont inondé la ville, la transformant en un conte de fées. Magnifique, n'est-ce pas, a dit James. Très, ai-je convenu. Il m'a passé les bras autour des épaules et je lui ai rendu son étreinte. Nous sommes restés là, en silence, regardant la ville festive. Et soudain, j'ai pensé aux paroles de Daniel. Ces paroles au tribunal. Prends ton morveux et fous le camp. J'ai souri. Oui, Dan. J'ai pris mon morveux et je suis parti. Mais pas n'importe où. J'ai choisi une direction, celle qui mène au bonheur, à la liberté, à mon vrai moi. Tu voulais te débarrasser de moi, m'humilier, me jeter hors de ta vie comme un déchet. Mais le contraire s'est produit. Tu m'as libéré. Tu m'as donné une chance sans même le vouloir. Et je l'ai saisie. Alors, merci, Dan. Vraiment, merci pour la trahison, la douleur, l'humiliation, parce que c'est ce qui m'a poussé à changer. Sans toi, je serais resté dans cette cage que je m'étais construite, cuisinant, t'attendant la nuit, comptant l'argent des autres dans un bureau jusqu'à la retraite, jusqu'à la fin. Mais maintenant, je suis ici, à Vienne, dans l'appartement de tante Elisabeth, avec mon fils à mes côtés. De l'argent en banque, des options, un avenir. Je suis libre. Je suis heureuse. Je suis vivante. À quoi penses-tu, a demandé James en remarquant mon sourire. À quel point la vie est étrange, ai-je dit. Parfois, elle te frappe si fort que tu penses que c'est fini, que tu ne survivras pas. Et puis il s'avère que ce n'était pas la fin du tout. C'était le début. Le vrai début. Tu deviens philosophique, a-t-il ri. C'est bon signe. Ça veut dire que ton âme a réfléchi. Elle l'a fait, ai-je dit. Enfin. Les feux d'artifice se sont terminés. Le ciel est redevenu sombre. Les gens dans les rues sont rentrés chez eux. La ville s'est endormie. Nous nous sommes couchés tard. Je suis resté allongé sous une couverture chaude, pensant à demain, à la façon dont nous nous promènerions dans la ville le matin. Nous nous arrêterions dans un café pour un café et des pâtisseries, peut-être un musée ou la patinoire plus tard, un dîner à la maison et un film le soir. Des choses ordinaires, simples, mais si précieuses après des mois de stress et de douleur. Et après ça, dans une semaine, un mois, un an, il y aurait tellement d'autres jours, des jours d'une nouvelle vie. Je continuerai à apprendre l'allemand, peut-être trouver un travail que j'aime vraiment, ou créer quelque chose à moi. Peut-être que je voyagerai, l'argent le rendait possible. Peut-être que je me ferai de nouveaux amis ou même que je rencontrerai quelqu'un. Pas pour me remarier, une fois suffisait. Juste pour la compagnie, la chaleur, la proximité humaine. James s'inscrirait dans une université européenne, apprendrait des langues, décrocherait un bon emploi. Il construirait sa propre vie. Peut-être qu'il rencontrerait une fille, tomberait amoureux, fonderait une famille. Je serais là, mais je ne serais pas envahissante. Je serais une grand-mère si j'avais de la chance. J'aiderais, mais je n'interviendrais pas. Je vivrais ma vie et le laisserais vivre la sienne. Tout cela viendrait. Ça viendrait parce que maintenant j'avais les moyens. J'avais du temps. J'avais de la force. J'avais 49 ans. La moitié de ma vie derrière moi, mais tellement encore devant. 20, 30, peut-être 40 ans. Toute une vie, nouvelle, différente, meilleure. Et je la vivrai avec dignité. Je me le suis promis. J'ai promis à tante Elisabeth. J'ai promis à maman et papa. J'ai promis à James. J'ai fermé les yeux et j'ai souri dans le noir. Dehors, la fin de ma nouvelle maison dormait et quelque part loin, à Seattle, dans un appartement de 3 chambres vides, Daniel était probablement éveillé aussi, pensant à ce qu'il avait perdu. À comment ça aurait pu être différent, à comment l'argent n'est pas tout et comment le courir peut vous coûter ce qui est réel. Mais ce n'était plus mon histoire. Pas ma vie, pas ma douleur. Mon histoire ne faisait que commencer,
et elle promettait d'être heureuse. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous inspire à continuer de vous proposer de nouvelles histoires captivantes chaque jour. Vous pouvez déjà trouver notre prochaine histoire sur l'écran d'accueil. Je vous souhaite à tous le meilleur et une vie pleine de bonheur.